les enseignements, en tout cas sur ce que la crise du coronavirus dit de nous et peut-être dit de nos actions, en tout cas à entreprendre. Alors avant de vous présenter le menu de notre après-midi, juste la règle du jeu. Alors évidemment, on vous invite à fermer vos micros pendant les temps de présentation. On a vraiment veillé à donner des temps où vous pourrez réagir. Si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir, on vous invite à utiliser le chat, donc le petit outil discussion, qui est la bulle de BD que vous avez tout en bas de votre écran, au milieu. Vous cliquez, vous nous mettez un message et on a des scrutatrices qui le recueilleront et on vous donnera la parole au moment des questions. Autre élément, la séance elle est enregistrée parce qu'on voudrait valoriser. Si vous ne voulez pas être vu, vous pouvez évidemment fermer votre caméra. Nous, on préfère plutôt voir les gens qui en parlent, mais vous allez voir, on va partager un PowerPoint. De toute façon, c'est absolument pas nécessaire dans un premier temps. Vous nous envoyez un mail à atu@atu37.fr si vous souhaitez ne pas figurer, si vous souhaitez qu'on n'utilise pas les propos que vous tenez, etc. Évidemment, on en tiendra compte et on vous demande de nous notifier expressément. Voilà pour les modalités techniques. Sur le programme maintenant, on est dans un temps jusqu'à 14h20 où on va vous présenter ce que nous, on a retenu en Touraine du premier confinement à travers la mission Résonance et une série d'entretiens que nous avons conduits avec une multitude d'acteurs. C'est le premier temps qui est en local. Donc, on a une présentation et on aura un temps d'échange. On vous proposera, pour ceux qui en ont fait la demande et qui sont inscrits, et qui donc ont les codes qui leur permettent. Alors, sachez qu'on vous a inscrit, mais c'était payant. Donc, l'agence d'urbanisme vous a inscrit et a réglé les droits d'inscription. À partir de 14h25, donc, vous pourrez rejoindre le plateau qui est en duplex de Paris et de Brest, avec les tables rondes de la rencontre nationale des agences d'urbanisme, intitulée sous le titre « Explorons nos futurs heureux », pour pouvoir assister aux tables rondes qui réunissent évidemment les plus grandes sommités et pouvoir ensuite nous retrouver à 16h30, à 16h25 même, sur ce lien, en cliquant sur ce même lien, donc à nouveau sur Zoom, pour pouvoir à la fois débattre ensemble de ce qu'on a entendu, mais aussi d'essayer d'aller plus loin et de passer des enseignements à des propositions d'action, en tout cas de fabrication de politiques publiques ou privées, d'ailleurs, ensemble. Donc, 3 séquences. De maintenant à 14h20, on est ici pour parler des enseignements de la crise locale. On décroche à 14h25 avec les liens de connexion et les mots de passe identifiants que vous avez reçus pour assister aux tables rondes des rencontres nationales des agences d'urbanisme à Paris et à Brest. 16h30, on se retrouve ici ensemble pour débattre et parler des suites à donner aux différentes démarches dont on va vous parler. Alors là, on a l'écran qui est partagé, donc je vois pas tout. J'espère que c'est à peu près clair. Utilisez le chat aussi s'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires. Alors, la mission Résonance, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est Émilie qui est aux manettes. Voilà. C'est l'idée qu'il faut, pour être résilient, il faut apprendre. La résilience, ce n'est pas un don, c'est un acquis. Et donc, cet acquis, il se construit par des échanges et par la capacité à tirer collectivement les conclusions de l'expérience, de l'immense expérience de démobilité et de confinement qu'on a eue, qui était une première dans l'histoire. Donc, la mission Résonance, c'est, slide suivante, c'est prendre au sérieux finalement la crise et nous dire que peut-être qu'on a expérimenté finalement des nouveaux modes de faire, des conditions de vie, des choses qui étaient tout à fait extraordinaires, mais peut-être des choses qui nous disent la manière dont on devrait agir ou qui attirent notre attention
sur un certain nombre de travers, de fragilités qui traversaient d'ores et déjà d'autres territoires, mais notre territoire tourangeau, mais plus largement tous les territoires qui ont été frappés. Alors, ce monde qui vient, vous avez tous en tête au mois d'avril, en plus on avait du temps, donc il y a eu beaucoup, le monde d'après, etc. On a quand même essayé de lire aussi des choses pour savoir en quoi une crise elle pouvait apporter des transformations ou pas. Il y a certaines crises, vous voyez la crise de 29, crise économique, a apporté des transformations profondes. On a inventé l'État-providence, c'est le keynésianisme, les sécurités sociales et collectives sont nées finalement en parade et en réponse à la crise de 29. Mais une crise, parfois, elle ne change rien. Et on a l'exemple de la crise de 2008, la crise financière, qui, pour le coup, à part un peu de régulation par les accords de Bâle sur le secteur bancaire, on peut dire qu'elle n'a pas amené à inventer de nouveaux cadres d'action collective, elle n'a pas amené à interroger en profondeur les questionnements. Et il y a des spécialistes finlandais qui sont penchés sur la question, mais quelles sont les conditions pour qu'une crise porte des changements profonds? Les trois conditions, vous les avez à l'image. Premièrement, cette crise, elle doit être précédée de troubles sociaux importants. En France, avec les Gilets jaunes, on peut considérer qu'on coche cette case. On a eu quand même toute une année 2019 marquée par des protestations sociales extrêmement fortes. Deuxième condition pour qu'une crise transforme profondément à la fois la société et les espaces, c'est le fait qu'elle déclenche une mobilisation d'argent public massive. Avec le quoi qu'il en coûte du président de la République, on peut aussi considérer que cette case est cochée. Troisième condition que les spécialistes finlandais, le bureau d'études s'appelle Demos Helsinki. Ils ont une antenne en France depuis peu. Ils ont travaillé avec le gouvernement finlandais sur un projet de société, finalement, et sur la question de l'État-providence et du contrat social. Et c'est pour ça qu'ils se sont intéressés à la question des crises. Donc, première condition, la protestation, la colère sociale précédente. Deuxième condition, l'injection massive d'argent public pendant la crise. Et la troisième condition, c'est que cette crise révèle des fragilités ou des fractures qui n'étaient pas tout à fait apparentes dans la société. Par exemple, on peut considérer que la lumière qui est mise sur la fragilité de notre système de santé, tout simplement, et le fait qu'on doit réguler finalement les vies de chacun en fonction des places disponibles en réanimation, et donc la capacité, les moyens et les ressources matérielles et humaines de notre système de soins, révèle, alors certains le savaient depuis très longtemps, ceux qui sont proches de ces milieux, mais pour une majorité de Français, c'était quand même une sorte de révélation d'une fragilité endémique finalement de notre société. Donc, cette crise, elle est porteur, elle coche les cases d'une transformation profonde. Et vous avez lu toutes les tribunes qu'on a vues fleurir sur le monde d'après. Je prends celle-ci, alors il me pardonnera probablement, et plus probablement il ne le saura jamais, que j'ai pris en exemple le pauvre Nicolas Hulot. Mais nous, on s'est dit à l'agence d'urbanisme, c'est pas en écrivant 100 fois « le temps est venu » que l'on va parvenir à vraiment tirer les enseignements de la crise et essayer de construire des réponses collectives. Avec cet évangile numéro 96, le temps est venu de croire qu'un autre monde est possible. Vous voyez, on nous a semblé qu'on était un peu dans l'incantation, grosso modo, et que ce n'était pas véritablement tourné vers des transformations. C'est simplement un peu comme d'habitude, Yaka Faucon, demain tout changera, évidemment, si on ne met pas en place les mécanismes du changement, ou au moins de l'apprentissage collectif. Évidemment que rien ne se passera. Donc c'est un peu en réaction finalement à ce type d'intervention, et il nous pardonnera, qu'on s'est dit, mais comment nous, agence d'urbanisme, on peut tirer les enseignements de la crise, comment on peut comprendre déjà. D'abord, il faut comprendre, ensuite il faut apprendre, et puis après on va agir. Donc, on part du principe, et cette mission résonance, elle prend au sérieux finalement la crise dans le fait qu'elle révèle des forces et des fragilités du territoire.
Cette crise du coronavirus ou de la Covid-19, elle peut être un accélérateur des transitions, certes, si nous savons collectivement comprendre et apprendre d'elle. Ces dispositifs résonants, c'est justement d'essayer de tirer ces enseignements-là. Alors, en quelques mots, c'est bien qu'est-ce que la crise a amplifié, qu'est-ce que la crise a révélé, mais aussi quelles opportunités elle a pu créer, par exemple dans des engagements citoyens. En bref, le dispositif, il repose sur, alors on a mis 70, mais c'est 74 entretiens semi-directifs qu'on a menés en mai, juin, juillet, grosso modo, plutôt fin mai, juin et juillet. Donc, toute l'agence d'urbanisme s'est mobilisée, s'est formée à la conduite de l'entretien semi-directif, et on a essayé non pas d'avoir un panel représentatif de la population, mais d'interviewer et d'entendre des personnes qui nous semblent avoir été touchées à des degrés divers. Donc, des commerçants, des associations caritatives, des entreprises, des directions d'EHPAD, des directions de services de l'université, mais aussi des initiatives citoyennes qu'on a vu fleurir pendant ce premier confinement. Et ce qui nous intéressait dans ces entretiens, c'était d'essayer de comprendre à la fois comment la personne a vécu cette situation extraordinaire, exceptionnelle, mais aussi qu'est-ce qu'elle a mis en place pour essayer d'absorber le choc. Alors certains ont essayé d'absorber le choc et d'autres ont finalement mis à profit ces circonstances exceptionnelles pour porter des projets qui étaient en gestation depuis plus ou moins longtemps et qui ont permis finalement de produire du bien commun, pour le dire comme ça, sur des modalités qui étaient tout à fait différentes de ce qui aurait pu être fait en temps normal. Je mets les guillemets à temps normal. On a aussi essayé de récolter des données, de mesurer l'impact et d'illustrer les enjeux. Émilie avait fait une petite publication que vous retrouverez sur le site internet de l'agence, mais aussi sur le site internet dédié à la mission Résonance. Je le donne tout de suite, c'est mission-du6 ré.atu37.org. Vous trouverez un certain nombre de ressources à la fois produites par l'agence d'urbanisme, mais aussi on a essayé d'être un peu tête chercheuse de plein de ressources, d'articles, etc., qui n'ont pas manqué pendant cette période. Et c'est le troisième message de cette slide. On a essayé aussi de tenir donc, cette veille stratégique et d'appeler les acteurs à nous dire la manière dont ils ont vécu la crise. Donc, la mission Résonance, c'est dire qu'il faut collectivement comprendre et apprendre de la crise pour qu'elle soit susceptible de porter un certain nombre de transformations, et pas simplement par rapport à notre crise qui est susceptible d'advenir, par rapport aux évolutions substantielles que connaît notre société. Où on en est aujourd'hui, on est en train de partager les enseignements. Donc, on a presque 50% des enseignements qu'on a tirés des 74 entretiens qui sont publiés ou en cours de publication. Et donc, là encore, vous les retrouvez dans la newsletter de l'agence d'urbanisme, mais aussi sur le site internet dédié mission-re.atu37.org. Et puis, il nous restera, et ça sera l'objet de la deuxième partie, de la troisième partie de notre après-midi, d'identifier les horizons souhaitables, c'est-à-dire quels sont les enjeux, les défis qu'on a à relever, et puis de se poser la question de la boîte à outils. Et une fois qu'on a identifié des outils, il y a quand même comment on fait, avec qui, avec quels moyens, quels sont les modes opératoires que l'on peut privilégier. Voilà, Émilie. On vous propose à ce stade, à moins qu'il y ait eu dans le chat d'ores et déjà des questions, je me tourne vers, on peut me le dire à l'oreillette. Non, il n'y a pas l'air d'avoir eu de réaction. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est, les enseignements, on les a organisés par cahier. Donc il y a 3 grands cahiers qui sont en cours de constitution, parce que chaque cahier est constitué de différents enseignements, donc c'est en cours d'écriture, et c'est des choses qu'on a entendues auprès des acteurs que l'on a interviewés. Donc,
Aurélie va nous présenter les nouveaux modes d'action collective, ce que l'on a compris, ce qu'on a compris que la crise nous a fait passer comme message sur les nouveaux modes d'action collective. Et Aurélie, je vous laisse le micro. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, la crise sanitaire et le confinement du printemps ont par exemple vu des évolutions sensibles dans la façon dont les acteurs locaux agissent ensemble et interagissent. Et c'est ces nouvelles pratiques et ces nouveaux modes d'intervention, d'action collective dont le cahier numéro 1 de la mission Résonance fait le récit. Et moi, je vous propose un petit tour de piste des mouvements qu'on a pu observer ou qu'on nous a relatés au sein du système d'acteurs locaux en 3 étapes plus une. Alors, première étape, la population dans son ensemble. Amy, si tu veux bien, merci. Donc, le fait qu'on ait constaté durant le confinement du printemps un formidable élan de solidarité, qu'il ait été exprimé soit dans les cadres existants des acteurs traditionnels, soit en dehors. Alors, dans les cadres des acteurs traditionnels, on a notamment la question des associations caritatives, qui sont des lieux d'expression de l'entraide familiers. Dans ces lieux, l'engagement citoyen renouvelé, il s'est traduit par un afflux important de bénévoles. Un afflux important et un afflux heureux, étant donné que le vivier d'habitués, c'est plutôt des personnes âgées ou des personnes à risque et qui, là, devaient être coupées de tout contact pour leur sécurité, qui, du coup, ne pouvaient plus participer. On nous a rapporté que les bonnes volontés ont été tellement nombreuses que toutes n'ont pas été mobilisées, ce qui a même pu engendrer un peu de frustration chez certains. Autre canal institutionnel de mobilisation citoyenne, les mairies, parce qu'elles ont favorisé la mise en place de réseaux de proximité pour aider les personnes fragiles et isolées. Alors, soit en coordonnant les bonnes volontés qui se présentaient spontanément à elles, soit en mettant directement en place un service dédié. Puis, en dehors de ces lieux de rassemblement chez des acteurs connus, la mobilisation importante des citoyens, elle s'est traduite par des initiatives de regroupement, par exemple les couturières ou les jardinières masquées. Ça a également pris la forme d'une bienveillance entre proches dans différentes sphères. Dans la sphère professionnelle, où il y a eu de l'entraide entre collègues au sein d'une même entreprise ou entre entreprises. Dans la sphère du tissu associatif, où il y a eu entraide entre membres d'une même association, et puis bien évidemment de l'entraide entre voisins, entre amis, entre membres d'une même famille. La bienveillance, elle a aussi pris la forme de marques d'attention, sous forme de messages ou sous forme d'applaudissements, à des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais dont on a salué l'engagement au service de tous. Deuxième étape de notre petit parcours au sein de l'action collective locale, la question des acteurs socio-économiques qui sont regroupés par type ou par famille, on va dire. Puisque si on a vu que les individus ont été nombreux à se mobiliser dans des actions solidaires, les échanges se sont également accrus entre institutions publiques, acteurs économiques et collectifs structurés en associations. Pour commencer, ces échanges ils se sont multipliés au sein d'une même sphère d'acteurs. Il y a eu des temps de travail et des actions communes entre acteurs économiques d'une même filière, entre collectivités, entre les collectivités et les services de l'État en local, et puis entre associations. Sans que ces pratiques elles aient été systématisées partout, elles ont été suffisamment nombreuses pour être saluées, et elles ont été saluées dans ce qu'elles ont permis, c'est-à-dire une action rapide et efficace. Les échanges, ils ont également été d'un grand secours, nous a-t-on dit, pour prendre des décisions dans une période où il y avait quand même beaucoup d'incertitudes. Concernant les échanges entre sphères d'acteurs, il nous a été rapporté que les acteurs publics, État comme collectivité, élus comme techniciens, se sont distingués par leur présence et par leur disponibilité. Les acteurs qu'on a rencontrés nous ont dit que les relations avaient été plus faciles qu'à l'accoutumée, les échanges plus réactifs. Et que, bon, voilà, même si les acteurs publics ont souvent été permissifs, il y a eu parfois des projets empêchés, ce que certains regrettent, mais que globalement, ça s'est bien passé et mieux que d'habitude. Je parle bien là des acteurs publics locaux. On nous a par ailleurs beaucoup parlé de l'État à l'échelle nationale, davantage pour mettre en avant le fait qu'il y ait eu distorsion entre les mesures prises à l'échelle nationale et la capacité des territoires à les mettre en œuvre en local. D'une manière générale, sur ce qu'on nous a dit sur les relations au sein de l'écosystème local, c'est que les postures d'échange et de dialogue étaient intéressantes et apportaient des bienfaits, et que de même, il y avait un besoin important de coordination et de mise en réseau. Et ce que le confinement du printemps semble avoir mis en avant, c'est qu'il y a certains acteurs qui ont
assis leur légitimité dans ces domaines de coordination et de mise en réseau qu'ils avaient déjà avant. Et puis, il y en a d'autres qui se sont révélés et qui ont trouvé une place qu'ils n'avaient pas. D'une manière générale, on voit que les lignes, elles se brouillent un peu entre acteurs publics et acteurs privés, des missions des uns étant parfois assurées par d'autres et vice-versa. En tout cas, au terme du premier confinement, ce que les acteurs nous ont dit, c'est que leur retour sur les relations et les collaborations était plutôt positif et qu'ils avaient plutôt l'espoir de prolonger l'expérience et même de tester de nouvelles formes de collaboration. Pour la troisième étape de notre petit tour de piste de l'action collective locale, je vous propose de descendre à l'échelle des structures économiques pour évoquer les questions de management. On est, comment dire, peu importe au sein de structures publiques ou structures privées, on parle de l'ensemble. Puisque, quelle que soit l'activité qu'on exerce, la position qu'on a au sein de l'entreprise, les travailleurs, d'une manière générale, ont été affectés par la crise sanitaire et par les mesures de protection qui ont été associées. Les organisations, elles ont été bouleversées, puisqu'il a fallu passer en mode gestion de la crise. Et puis au-delà, il a fallu pouvoir poursuivre l'activité dans le cadre d'une nouvelle donne, de distanciation physique et d'incertitude ambiante. Les questions qui nous sont souvent revenues, c'était de dire on n'a pas de lisibilité sur le plan de charge. Quid du maintien de l'activité, quid du maintien des salaires, des emplois, etc. Donc, beaucoup d'inquiétudes, de la responsabilité aussi, qui ont pesé comme beaucoup d'épreuves qui ont généré fatigue et confort. Et pour faire face à ça et tenir, il y a des adaptations qui ont été mises en place. On nous en a parlé sur trois plans différents. Premier plan, le plan décisionnel. D'une part, la décision, elle s'est recentrée en mode directif pour gérer les urgences absolues, parce qu'il faut prendre une décision rapide parfois. Et puis d'autre part, on a eu un mode de décision un peu plus participatif. Je ne parle pas là de participation tout azimut où on prend le temps de concerter, etc. L'idée, c'est d'être efficace, robuste par le fait de décider en petits comités. Et donc, on a vu se développer des cellules de gestion de crise et des comités de direction. Et les acteurs qu'on a rencontrés les ont plutôt mis en avant dans le fait que ça avait été constructif, ça avait été rassurant aussi pour les personnes en responsabilité de décider et que ça avait permis des décisions rapides. Ces qualificatifs, constructifs, rassurants, réactifs, ils n'ont pas forcément été utilisés pour décrire la façon dont ça fonctionnait avant le printemps 2020. Deuxième adaptation, la question de la nécessaire souplesse dont il a fallu faire preuve à la fois dans les relations et dans l'adaptation des activités. Grosso modo, on nous a dit, le maître mot, c'est être inventif et agile. Et selon la culture de l'entreprise, selon le secteur d'activité, les personnes qui font partie de l'équipe, etc., c'est plus ou moins facile. Et puis, le confinement du printemps 2020, il a physiquement mis à distance ceux qui prennent les décisions et qui coordonnent l'activité et ceux qui sont impactés par ces décisions. Donc, management, communication, tout ça s'est transformé à distance et ça implique à la fois une évolution des pratiques et une évolution des outils qu'on utilise. C'est un tournant important qui a été demandé en un temps record et donc ce n'est pas forcément évident. Les retours qu'on a eus là-dessus, ils sont mitigés, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été mises en place qui ont semblé intéressantes et puis il y en a d'autres qui sembleraient pouvoir être améliorées. D'une manière générale, les acteurs qu'on a rencontrés nous ont souligné que ces changements brutaux et importants nécessitaient une évaluation des pratiques qui ont été mises en place pour pouvoir capitaliser sur l'expérience. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Baratier, l'idée c'est de comprendre et apprendre, et c'est pas seulement pour faire face éventuellement à une nouvelle crise, mais c'est aussi pour se dire qu'est-ce qui a de la plus-value, même hors temps de crise, et de savoir ce qu'il est important de pouvoir garder. Et donc, beaucoup des gens qu'on a rencontrés qui ont évoqué les questions de management ont un peu appelé à ouvrir une phase de réflexion prospective, y compris sur le positionnement des entreprises, leur stratégie de développement et leur mode de management. La projection, c'est ce qu'on va parler sur le dernier enseignement, voilà, merci Émilie, de ce cahier numéro 1. Les acteurs qu'on a rencontrés nous ont à la fois dit avoir des difficultés à percevoir des horizons et en même temps avoir envie de dessiner de nouveaux horizons. Alors, d'abord, cette question de pouvoir réussir à avoir à nouveau des horizons. Une incapacité à se projeter qui émane pour beaucoup du fait que la crise sanitaire elle est survenue brutalement, il y a une sorte de sidération et il y a une incertitude engendrée.
d'une part, et puis d'autre part, il y a des gens qui, du fait de la crise, devaient gérer des urgences, être dans le quotidien, et donc dans l'impératif d'agir dans l'immédiateté. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont avancé pas à pas, vu au jour le jour, parce qu'en fait, ils ne savaient pas de quoi demain serait fait. Et donc ça génère une incapacité à se projeter. Et cette difficulté, elle est associée, accompagnée de questionnements un peu tout azimut, pour le coup. Je vous en livre quelques-uns. Comment est-ce que je peux être utile? Dans quel monde vivons-nous? Ai-je envie de vivre dans une société du contrôle? Est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde où les écrans sont omniprésents? Quelles conséquences de la crise sanitaire? Quand est-ce que l'après-demain heureux arrivera, etc. Bref, ça peut donner un peu le tournis à certains, et certains, ça les a un peu paralysés et donc mis dans une incapacité à se projeter. Et puis, il y en a d'autres qui ont plutôt profité de la période de confinement pour prendre du recul. Et qui, eux, ont réussi à dessiner de nouveaux horizons. Cette prise de recul, Émilie, si on peut passer, s'il te plaît, merci, elle concerne à la fois le sens de leur métier, la façon dont les gens ont envie d'exercer leur profession, leur mode de vie, leur projet de vie aussi. Et donc, pour certains, le confinement, c'est un peu apparenté à une retraite spirituelle. Et puis, la prise de recul, elle a aussi pris la forme d'une sorte de redécouverte de l'environnement et du quotidien, puisqu'il y a eu changement de rythme du fait de l'arrêt des déplacements, et ça a permis pour certains de retrouver de la satisfaction dans les moments passés en famille, ou à la maison, ou dans la proximité immédiate. Voilà. Et au-delà de ça, le premier confinement, il semble avoir révélé une envie de faire un peu autrement. Alors, faire autrement, c'est avoir un autre rapport au temps, en étant à la fois capable d'être réactif, mais aussi de parfois ralentir. C'est aussi reconnaître les métiers essentiels, les fragilités, les solidarités qu'a pu révéler la crise. Et puis, parmi les modes de faire et les compétences que les gens nous ont dit vouloir pérenniser, alors on en a déjà parlé un petit peu avant, ce qui a surtout été mis en avant, c'est la question de la souplesse, de l'adaptation et de la différenciation, s'adapter au contexte et aux situations particulières, la question des outils numériques, la question de la sensibilisation et du retour d'expérience. Voilà ce que, voilà, un peu brièvement, on peut dire des enseignements sur la question de l'action collective. Merci Aurélie. Émilie, peut-être qu'on peut arrêter le partage juste pour se voir un peu plus en mosaïque. Grosso modo, je récapitule. Une crise qui a révélé des engagements et des héros solitaires ou des héros qui ont travaillé collectivement tout azimut, et donc, y compris dans les organisations. C'est-à-dire que ça n'a tenu qu'à la capacité à certains de se mobiliser. Deuxième enseignement, des frontières qui se sont brouillées entre citoyens, associations et puissance publique, c'est-à-dire que les conditions exceptionnelles ont fait qu'à un moment, il y a eu convergence des luttes et on ne s'est pas posé la question, mais qui fait quoi? On fait. Donc, finalement, un permis de faire a été accordé pendant cet événement. La capacité managériale, on a eu des témoignages très poignants, évidemment, on ne va pas donner leur nom, mais de directeurs de collectivités et de grandes organisations qui ont parlé d'état de grâce, c'est-à-dire pour une fois, j'ai réussi à recentrer, à avoir un comité de pilotage qui pilote et de ne pas être entraîné par les forces centrifuges de mon organisation. Et ça, c'est quand même intéressant pour l'art de diriger post-Covid. Et puis, Aurélie a terminé là-dessus, la question des projections. Ça a été à la fois le grand point d'interrogation de qu'est-ce qui va se passer, et en même temps du temps mis à profit pour avancer sur un projet qui était finalement sans gestation, ou qu'on ne trouvait pas la disponibilité intellectuelle finalement de mener. Nous avons Claire Lefranc qui souhaitait intervenir. Bonjour à tous, excusez-moi, je viens juste de rallumer mon micro. Donc en fait, je suis à l'initiative du mouvement Tour Ensemble contre le Covid-19 et j'avais une question ce qui concernait l'enseignement 2. Lorsque vous faites mention en fait, des interactions qu'il y a ou des imbrications qu'il y a pu avoir entre les élus locaux
et les associations, enfin pas les associations, mais les mouvements citoyens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en fait, on a tous eu ou fait le même constat pendant le premier confinement, c'est qu'il y avait des gros problèmes ou des gros besoins et les institutions classiques avec les rouages et les process ne permettaient pas de résoudre un certain nombre de problèmes. Du coup, c'est comme ça qu'on a, nous, émergé. Mais en fait, à aucun moment, on a travaillé avec les élus. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour ma part. Je n'ai pas travaillé avec les élus locaux. Par contre, en effet, vu qu'ils étaient entre deux tours, il y a eu des tentatives de récupération. Mais voilà, j'avais juste envie d'apporter cette petite précision. On s'est mis, nous, d'accord, en fait, avec les associations locales Tourangelle pour essayer justement de trouver des réponses rapides et d'être opérationnel le plus vite possible sur le terrain face à des situations. Donc, par exemple, mon numéro de téléphone portable a tourné et toutes les assistantes sociales du département l'avaient. Ce qui veut dire que plutôt que de passer par des systèmes classiques et institutionnels, elles passaient directement par moi pour me dire que telle famille était dans le besoin avec tant d'enfants, voilà, est-ce qu'ils mangeaient du porc ou pas. Et en fait, tout ce petit listing et cahier des charges que je récupérais, je le mettais en place avec les assos et nous, nos bénévoles citoyens, finalement, allaient livrer. Mais on était vraiment en dehors du système. C'était un peu... voilà. Il fallait agir vite, donc on ne pouvait pas se permettre de perdre du temps sur ces choses-là. Donc moi, personnellement, en tout cas, pour mon mouvement, je n'ai pas du tout été en lien ou en rapport avec eux, sauf pour des questions de récupération ou des questions autres, quoi. Mais il y avait... Enfin, voilà. Bon, je voulais juste dire ça. En gros. Et c'est pour ça que du coup, on a existé au final. Parce qu'on venait pallier des carences, que ce soit en masque, en blouse, en visière, voilà, tout un tas de sujets et on était réactifs, comme par exemple le chef de service de réanimation de Trousseau qui m'appelle pour aider sa femme qui, elle, travaille en fait dans un CESAD pour aller les équiper en masque et en visière. Et donc, voilà, l'ARS étant un peu plus lente à répondre, il fallait agir dans les 24 heures. Donc, on a agi dans les 24 heures, on a trouvé une solution. Voilà. Merci de ce témoignage qui finalement illustre aussi la question de la porosité et des choses offshore. C'est-à-dire qu'on va parler des circuits courts juste après, mais là, c'est le court-circuit, en fait, plutôt, dont vous nous parlez. C'est qu'à un moment, quand il y a un certain nombre de services publics qui étaient à l'arrêt, hein, qui étaient en grande difficulté, en grande paralysie, et en effet, des initiatives ou associatives, ou comme la vôtre, citoyenne, ont emprunté les courts-circuits pour pouvoir agir, parce que finalement, la puissance publique, dans toute sa force, mais aussi sa rigidité, avait du mal à l'être. La ville de Tours, je vais apporter une dernière précision pour que vous compreniez bien l'état de la situation. La ville de Tours a mis en place un numéro d'urgence qui a été mis en place à peu près un mois après le début du confinement. Le problème, c'est qu'ils avaient tellement de demandes en tout genre, mais vraiment en tout genre, ce qui fait qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir forcément répondre à tout le monde. Ce qui fait qu'ils m'ont demandé si clairement je pouvais être habilitée à prendre le relais sur ces sujets-là. Bon, ça n'a pas été le cas puisqu'ils ont compris que c'était un peu touchy excusez-moi pour le terme, mais voilà, de demander à un citoyen de prendre le relais de la ville. Mais ça prouve bien en fait que, en effet, c'est super important et bravo, vous avez fait un magnifique travail. Qu'en tant que citoyen, on a tous une place à jouer aussi et on a tous la possibilité d'agir sans forcément être en association ou sans forcément être élu. Donc si on veut faire des choses, on peut le faire. Et ça, c'est important. On va en parler dans la troisième partie, mais c'est ça la question. C'est ce qui a été possible pendant cette séquence extraordinaire et qui a apporté du positif, dans quelle mesure on est susceptible de le pérenniser et ce brouillage des frontières publiques-privées, finalement, en quoi il a fait émerger une sorte de tiers secteur, votre mouvement, celui des couturières masquées, etc., qui ont demandé à personne, après qui ont mis plutôt sous pression politique quand même. Les couturières masquées, elles ont eu un local à La Riche en 8 heures. Ça n'existe pas dans la vraie vie de mise à disposition d'un local municipal. En 8 heures, vous voyez le circuit du parapheur, là, pour ceux qui connaissent un peu, c'est des choses absolument hallucinantes. OK.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions? J'ai plus le chat en... Oui, Vincent, allez-y. Oui, moi j'avais en fait, alors, Vincent Bouillet, je suis de l'agence d'urbanisme, mais je voulais un peu aborder les questions de méthode sous forme de questions, sauf si ça va peut-être venir après dans la discussion. J'avais juste quelques petites questions pour que ce soit partagé par l'ensemble des personnes qui sont avec nous. Le choix des interviewés, puisqu'on vous avez présenté qu'il y avait 74 interviews de réalisées. Donc, quelques questions de méthode. Comment le choix a été réalisé? Une petite synthèse des durées moyennes des interviews. Et puis, est-ce que vous avez eu des refus sur les personnes que vous avez demandé à interviewer? Et puis, ma dernière question, c'est finalement les personnes qui ont été interviewées, elles répondaient à la fois de manière professionnelle et à la fois de manière personnelle et individuelle. Alors, sur le dernier point, en effet, et c'est ça qui est intéressant dans cette période, c'est que tout s'est mélangé. Chez soi, c'est devenu son bureau. En quoi je peux être utile? C'est dans le cadre de mon boulot ou pas de mon boulot, j'en sais rien. Évidemment, on ne fait pas la distinction entre les deux. Et même l'implication dans la crise fait que de toute façon, les digues sautent à ce moment-là. Je vais laisser répondre mes petits camarades. Moi, j'ai un record d'entretien qui a duré 2h03. Et c'était très... Voilà. Mais je ne suis pas sûr d'avoir le record. Et est-ce qu'on a eu des refus? On a eu des non-réponses. On a des gens qui n'ont pas répondu à notre sollicitation. On a eu des difficultés à interviewer certaines catégories de personnes, comme les fonctionnaires d'État, parce que là, il fallait remonter au plus haut niveau. Mais qu'est-ce que vous leur voulez? Est-ce que c'est pour dire du mal de l'État, etc. Ben, on sentait que l'État n'était pas tout l'État dans sa grande pluralité, d'ailleurs. Hein. En tout cas, ceux qu'on a essayé de voir n'étaient pas tout à fait tranquilles par rapport à notre démarche. Donc, il a fallu avoir 3 tampons, 2 papiers carbone, etc. pour avoir un entretien d'1h30. Mais on n'a pas eu de refus au sens de la méfiance ou de la défiance. On a eu plutôt un bon accueil et pour en avoir conduit quelques-uns, dont avec Madame Lefranc, ça a été des moments assez intéressants. Je crois aussi pour l'interviewer, parce que ça a permis de raconter l'histoire finalement. Il y a un effet miroir, de raconter l'histoire et de trouver des sens qui parfois, dans le feu de l'action, parce que Claire Lefranc pourra en témoigner, mais Claire Lefranc, avec son compte Facebook et son téléphone portable, elle avait une armée de 300 personnes à diriger. Et donc, dans le feu de l'action, on est dans les nerfs et on est dans une sorte d'excitation finalement. Et ces entretiens, ils ont parfois permis de se poser et de commencer à rentrer dans l'analyse. Mais il n'y a pas que moi qui ai mené des entretiens, loin de là, c'est même pas moi qui en ai fait le plus. C'est pas Émilie, Béatrice. Oui, non, sur la durée moyenne des entretiens, moi je dirais 1h30. Voilà. Le plus court, je pense que le plus court qu'on a pu faire, c'était 1 heure les uns et les autres. Et puis après, on a tous battu des records. Moi, j'ai battu le record à 3 heures, je pense. J'en ai fait un de 3 heures, passionnant, parce que c'est vrai qu'il y avait tout qui se mélangeait et parfois, il y avait aussi des confessions qui nous étaient faites, clairement, qu'on n'a bien sûr pas repris. Et puis, sur le choix des acteurs à interviewer, ça s'est fait naturellement. À l'agence, on bénéficie quand même d'un large réseau. Et puis, comme on est chacun sur des thématiques, on connaît des petits mondes. Puis, on a été un peu par cercle concentrique. Donc, sur le choix, ça s'est fait assez naturellement en activant le réseau agence ou le réseau peut-être de certains de nos partenaires parfois. En tout cas, c'était pas une exhaustivité qui était visée, et c'était par contre d'avoir un panel assez large de situations, à la fois de situations professionnelles, d'endroits où on habite, etc. D'autres témoignages ou remarques? Dans le chat, il y a quelque chose.
Il y a la représentante de Ville au Carré qui souhaite… Vous voulez le dire, Marie-Noël? Oui, oui, je veux bien. En fait, je réagissais, donc merci pour ces analyses qui sont tout à fait passionnantes et qui finalement rejoignent, même si c'est à une échelle, enfin à une échelle territoriale en tout cas donnée, rejoignent, sauf que là, vous l'avez enquêté en direct, beaucoup des impressions qu'on avait de changement de posture, de légèreté, de cadre qui s'efface, etc. Enfin, tout ce que vous avez pu commenter jusqu'à maintenant. La question que je me posais, c'est est-ce qu'à partir de vos enquêtes, on peut faire des nuances à l'échelle du territoire, c'est-à-dire est-ce que ce qui se passe à l'échelle de la ville un peu plus dense est la même chose que ce qui se passe dans des communes périphériques ou périurbaines. Les populations ne sont pas tout à fait les mêmes, sans doute, voilà, les relations non plus. Donc, est-ce qu'on trouve des différences, peut-être les problématiques non plus. Est-ce qu'on peut trouver des nuances ou des différences? Et de la même chose pour ce qui concerne peut-être aussi les populations. Est-ce que à l'échelle de vos enquêtes, on voit apparaître des populations plus en difficulté au-delà des grandes catégories plus riches, plus pauvres? Est-ce qu'à l'intérieur de ça, on peut trouver là encore un grain plus fin? Et puis peut-être une autre question aussi qui là encore pose la question des postures. Vous avez dit dans les tout premiers constats, on voit qu'il y a eu un afflux de bénévolat finalement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, ont eu envie de s'engager effectivement solidairement à différents niveaux, soit en imaginant eux-mêmes la manière dont ils allaient s'engager, soit en entrant dans des cadres déjà connus. En fait, ce qui interroge, enfin moi, ce qui pourrait m'interroger en tout cas, c'est effectivement, ou ce que ça pourrait interroger, c'est effectivement, est-ce que quand on s'engage, c'est seulement l'élan de générosité, le fait qu'on ait touché la solidarité, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans le moteur de cet engagement qui vient interroger le cadre même de l'engagement habituel? C'est-à-dire, est-ce que cette légèreté, est-ce que l'urgence qui pousse effectivement à avoir des réponses et des solutions assez rapides, est-ce qu'elle ne vient pas aussi bousculer ces questions d'engagement, par exemple dans les associations, qui peuvent être perçues un peu lourds, trop engageants peut-être? Enfin, voilà, donc c'est une question aussi. Voilà. Aurélie, sur le dernier point, et puis je reviendrai sur la question de la quantité et des territoires. Merci. Ok. Alors, d'accord. Sur le dernier point, on a plutôt perçu que l'élan de solidarité et l'engagement, il venait de facteurs conjoncturels liés au confinement et à la crise sanitaire. Alors, d'une part, le fait que certains avaient du temps de disponible, voilà, qui avaient aussi un besoin de se sentir utile, notamment quand on est profession pas essentielle et qu'en plus on ne peut pas télétravailler, ou pas, mais voilà, qu'on a l'habitude de faire d'autres éléments. Et puis, il y avait le sentiment d'une urgence à agir, d'une part, et puis que l'aide qu'on apporterait, ce ne serait pas un engagement sur la durée, justement, et que ponctuellement on pouvait le faire, donc on y va, et puis ça fait sens, et même ça nous aide à titre personnel, mais on ne s'engage pas forcément sur la durée. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est dans cette dynamique-là, mais parmi les choses qui nous sont remontées, il y a ces points d'explication là. Et moi, il me semble qu'il y a eu vraiment deux chemins à cet engagement. Il y a l'engagement de je donne du temps à des structures déjà sur la place et je me méfie du monde associatif, des égos, des présidents, etc. Et je constitue, moi, je suis utile directement. Et là encore, c'est circuit court. Et l'initiative de Claire Lefranc, il est, je crois, je ne veux pas parler à votre place, hein, Claire, mais symptomatique de ça, c'est dire, nous, avec Facebook, on sait organiser des services au porte-à-porte avec des gens volontaires. Et donc, c'est très complémentaire du reste, hein, mais il y a vraiment ces engagements selon deux modalités. Ceux qui ont donné du temps au cadre déjà connu, et Béatrice va nous en parler un peu plus, parce que Béatrice est là. Oh, pardon, Madame Lefranc voulait parler. Allez-y. En fait, on a découvert une nouvelle forme de solidarité basée sur l'humanité.
C'est-à-dire que là, il n'y avait plus de clivage, gauche, droite, ou enfin peu importe. On n'aide plus que les pauvres. On est humain avec son prochain, avec son voisin, enfin, et on a juste envie d'aider, mais on n'a pas envie d'appartenir à quelque chose. On a simplement envie voilà, de faire le bien, même si c'est une fois dans l'année, juste de le faire. C'est pour ça qu'après le Tour Ensemble contre le Covid, c'est en train de basculer vers Tour Mon Amour. Et en fait, c'est l'idée. On n'est pas une association, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pouvoir. On se retrouve autour de valeurs communes. Béatrice, merci. Oui, je voulais juste dire, en fait, un troisième mode d'intervention, ça a été de faire attention autour de soi, à ses proches. Alors, les proches, ça peut être le voisin, ça peut être le quartier, mais voilà, sans organiser quelque chose, simplement, il y a eu beaucoup d'attention les uns aux autres. Aurélie parlait des collègues, enfin bon, il y a eu... voilà, donc c'est un peu un troisième mode d'intervention. Je trouve que la grande richesse, en fait, c'est qu'il y a eu tous ces modes d'intervention. Sur la question des profils, des niveaux de revenus, etc., il y a vraiment zéro ambition quantitative dans ce qu'on a fait. On n'a vraiment pas cherché ça, donc on ne veut pas tirer d'enseignement de ça. Et sur la question des territoires, dense, pas dense, etc., c'est justement l'objet du deuxième cahier que va nous présenter Émilie. Mais on n'a pas observé de différence d'engagement et d'élan de solidarité selon les formes urbaines. Et d'ailleurs, ce serait bien grave s'il y en avait une. Par contre, la question du rapport au territoire, en effet, elle est plutôt différenciée. Et ça, c'est Émilie qui prend la main là-dessus. Ok. Bonjour à toutes et tous. Alors, le cahier numéro 2, en fait, il regroupe des sujets qui ont pour point commun de questionner nos rapports au territoire ou de questionner les rapports qu'entretiennent certaines de nos activités, telles que produire, consommer, travailler avec les territoires. Alors, l'enseignement numéro 1, il traite du sujet du raccourcissement des circuits de production et de consommation. Alors, pour celles et ceux à qui ça avait échappé, nous sommes dans un monde d'interdépendance économique et finalement, la crise sanitaire et puis le premier confinement a mis au grand jour ces interdépendances et la dépendance qui est associée pour notamment la fabrication de nombreux produits et services. Et on s'est trouvé dans une situation de pénurie, notamment de matériel médical ou de médicaments, puisque les flux internationaux ont été complètement stoppés, ce qui était une situation inédite. Et cette situation inédite, elle a été mise en lumière et évoquée par les acteurs locaux, par les acteurs nationaux. Certains diront qu'il faut qu'on retrouve notre souveraineté nationale en matière d'alimentation, en matière de santé. Et donc, une des solutions pour de nombreux de nos interlocuteurs, pour se sortir de cette situation et de ces dérives, quelque part, de la mondialisation, bien, ce serait de raccourcir les circuits, de réancrer la production et la consommation au niveau local. Donc, beaucoup de nos interlocuteurs ont évoqué cet échelon local. Donc, il faut bien avoir en tête qu'en fait, le local, ça veut dire plein de choses. Pour certains, le local, c'est la Touraine. C'est vrai notamment pour les acteurs de l'alimentaire. Pour d'autres, c'est l'Europe. Certains des industriels nous disent, mais si déjà on arrivait à fabriquer un produit complètement à une échelle européenne, ça serait déjà beau. Et puis, il y a l'entre-deux. Parfois, le local, c'est la région. Le local peut être la France. Donc, ça, c'est vraiment un point important à comprendre. Et puis, il y a cette notion de circuit court qui est revenue dans de nombreux discours de nos interlocuteurs. Là aussi, le sens premier de circuit court, en fait, c'est un rapport de relation directe entre un producteur et un consommateur. C'est de la vente directe, c'est notamment le monde de l'alimentaire qui a mis en avant ce concept, si je puis dire, avec, par exemple, la vente directe à la ferme. Donc, les circuits courts, à la base, c'est ça. On est en direct entre un producteur et un consommateur. Il n'y a pas d'intermédiaire ou un seul intermédiaire. Et puis, nos interlocuteurs, qui étaient variés et qui ne venaient pas que de cet univers-là, ils nous disent il s'agirait de mettre en place des circuits courts industriels, par exemple. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils nous disent il s'agirait d'aller s'approvisionner plus en proximité, de trouver d'autres sources d'approvisionnement, de sous-produits, d'avoir plus ce réflexe-là. Même pour certains, il s'agirait aussi de réinternaliser, de fabriquer eux-mêmes. Donc voilà, il y a cette notion de diversification des sources d'approvisionnement.
Circuit court, ça peut vouloir dire, notamment pour les acteurs du tourisme, cibler plus une clientèle locale. Alors, en fait, ils ont été contraints et forcés, nos acteurs du tourisme. Là, ce nouveau monde qui s'est ouvert à eux, c'était exceptionnel aussi. Donc, pendant l'été notamment, ils sont allés chercher une clientèle locale. Hein. La concurrence, elle s'exerçait entre régions et plus entre pays du monde. Ça, c'était vraiment tout nouveau. Donc, voilà ce que peut vouloir dire circuit court pour le tourisme. Pour d'autres encore, ça peut consister à se dire les consommateurs veulent de plus en plus de produits locaux, donc marque régionale ou un produit made in France, et il s'agit de leur proposer. Donc, c'est aussi un moyen il faut aussi se rapprocher du consommateur. Donc, vous l'aurez compris, c'est assez varié. Et puis, il y avait aussi un acteur, un restaurateur qui disait qu'il s'agirait vraiment d'avoir plus le réflexe de valoriser les savoir-faire, les savoirs locaux quand c'est possible, notamment lors des événements commerciaux. Par exemple, il disait, voilà, le marché de Noël à Tours, on vend des chinoiseries alors qu'on a tout un tas d'artisans, de créateurs sur le territoire, de gens qui savent faire des choses et qu'il s'agirait de valoriser. Donc, voilà, réancrer la production, la consommation, ça peut aller aussi jusque dans les événements commerciaux qui attirent de nombreux visiteurs. Donc, voilà ce qui est apparu. Il y a une variété, en tout cas, de solutions qui ont été évoquées. Mais bien sûr, il y a des limites qui ont été mises en avant. Je pense notamment aux acteurs de la culture qui, eux aussi, ont vraiment pâti de cette crise. On cherchait à reprogrammer des événements cet été. On faisant appel à des compagnies locales, mais qui nous disent attention à se recentrer sur le local. Pour nous, ça ne fonctionne pas. C'est un appauvrissement, clairement, de notre offre et pour nos créations. Les industriels, évidemment, nous alertent et nous disent mais on ne pourra pas tout relocaliser, on ne pourra pas tout refaire sur le territoire, tout simplement parce qu'on a perdu des compétences, parce qu'on a perdu des savoir-faire et qu'aujourd'hui, ce sont d'autres pays du monde qui ont développé ces savoir-faire et qui sont en pointe là-dessus. Voilà, je me souviens d'un acteur industriel qui m'a dit clairement, moi, mon fournisseur, il est aux États-Unis et seulement aux États-Unis et il est illusoire voilà, de vouloir faire en sorte de trouver un produit équivalent à un coût équivalent en France. Voilà pour les principales limites. L'enseignement numéro 2, il concerne les aspirations résidentielles des individus. Alors voilà, tous à notre échelle, on l'a peut-être ressenti. Cette période de confinement, on a été assigné à domicile, elle a fait réfléchir. Elle a amplifié certains souhaits résidentiels. Il y a 5 ans, 5 Français sur 10 voulaient vivre dans une maison, par exemple. Pendant la période de confinement, on les a interviewés, ces Français, ils sont 7 sur 10 à souhaiter vivre dans une maison. Donc, il y a un appel pour la maison individuelle. Il y a un appel aussi pour plus d'extérieur ou d'espaces de nature à proximité, pour des logements qui soient plus adaptables, plus spacieux aussi. Donc, il y a une offre de logement plus qualitative. Certains voient aussi dans ces nouvelles aspirations des potentialités pour le monde rural. Est-ce que ce sera le renouveau des campagnes? Et puis, cette période, elle traduit aussi le fait que la densité, notamment la densité urbaine, la verticalité aussi est rejetée. Donc, il y a une envie de qualité urbaine qui ressort chez nos interviewés sur le sujet des aspirations résidentielles. Alors, bien sûr, ces aspirations, elles vont faire face à des contraintes, ces contraintes budgétaires, des contraintes en termes d'emploi. Enfin, voilà, il y a les souhaits, des souhaits qui sont bien ressortis pendant la période et on verra quels seront les actes qui s'en suivront. L'enseignement numéro 3, il concerne le télétravail, le travail à distance que beaucoup d'entre nous ont exercé et ont expérimenté. Le travail sans contact, 24% des Français qui ont pratiqué le télétravail en avril 2020 contre 3% en 2017. Ça, c'est un chiffre que je voulais partager. En fait, cette période de confinement du printemps, elle a consisté en une expérimentation inédite et à très, très grande échelle du télétravail. Donc, ça a du bon, quelque part. Ça questionne et ça a questionné la préparation et l'impréparation de nombreuses structures, que ce soit publiques ou privées. On en a interrogé beaucoup. Donc, très clairement, il y a le groupe qui n'était pas du tout préparé, pour qui le télétravail, ce n'était même pas la question avant le confinement. Ces personnes-là et les travailleurs qui exerçaient dans ces structures-là ont eu beaucoup de difficultés et ont plutôt mal vécu la période parce qu'il y avait des problèmes de matériel, de manque de logiciels, de licences,
etc. Et puis, il y avait le groupe de ceux qui avaient commencé à expérimenter avant le télétravail ou qui l'avaient déjà mis en place dans leur organisation, qui ont plutôt mieux vécu les choses. Il y a aussi eu des inégalités quelque part qui sont ressorties de cette période avec des possibilités de télétravail qui dépendaient de la nature et du profil de poste. Alors bon, là, très clairement, pendant le confinement, il y a des métiers qui n'étaient pas télétravaillables, mais à qui on a dit de télétravailler. Il y a des sociétés qui ont accepté de faire télétravailler des gens qui, par exemple, travaillaient dans des laboratoires à la base, donc c'était un peu compliqué. Mais très clairement, il y a des inégalités entre les travailleurs. Tout le monde n'y a pas accès. Il y a les questions de la connexion Internet et de la fibre qui est aussi beaucoup revenue. Donc, bien sûr, il y a des questionnements autour du numérique, de son accès et des compétences pour accéder au numérique qui sont sorties de cette expérimentation inédite. Et puis, du coup, la question alors, au sortir du premier confinement, qu'on se posait stop ou encore, et puis bon, là, on a été contraints pour certains de réitérer le télétravail. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que tous ceux qu'on a interviewés, globalement, ils soulignent les bienfaits du télétravail, notamment en matière d'environnement et d'écologie aussi, puisque ça implique moins de déplacements, en matière de meilleure conciliation de la vie personnelle et professionnelle, en matière de meilleure appréhension des outils numériques. Voilà, ça a été l'occasion de vivre la révolution numérique en entreprise. Voilà, les réunions Zoom comme celle-ci, certains diront aujourd'hui, je peux aller à plus de réunions Zoom, je peux assister à plus de webinaires, je peux être un peu partout à la fois, donc c'est super. Et puis après, il y a vraiment des risques. Un des risques qu'on peut souligner, c'est, on va dire, la qualité de vie en télétravail. Là, il y a quand même certains de nos interlocuteurs qui nous disent attention à l'isolement professionnel, au développement de troubles psychosociaux, et donc au développement des risques psychosociaux au travail, et puis aux capacités de communiquer à distance, qui peuvent paraître aisées à certains et qui ne le sont pas pour d'autres, notamment avec les outils numériques. L'enseignement numéro 4, il porte sur la consommation et le commerce, qui ont été très fortement impactés par la période de confinement du printemps 2020. Côté consommateur, en fait, ce qu'il apparaît dans les entretiens, c'est que ça a été une sorte de parenthèse enchantée ou de parenthèse tout court dans des pratiques de consommation finalement bien ancrées. Le premier confinement, il a duré 8 semaines. Pendant ces 8 semaines, les consommateurs ont plus consommé. Voilà, l'évolution, par exemple, du panier moyen a été observée. Ils ont changer leur façon de consommer, parce qu'aussi on était à domicile, donc les gens allaient plus en proximité, dans des supérettes, chez les producteurs, etc. Donc ils ont consommé différemment et ils ont même parfois consommé mieux, parce qu'ils en ont profité pour faire moins de gaspillage alimentaire dans le domaine de l'alimentation, pour aller chez des producteurs qui proposaient des produits de qualité, etc. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a eu l'essor des ventes par Internet. Donc il y a eu à la fois plus de proximité, et puis moins de proximité avec l'essor des ventes Internet. Et puis, il y a des grandes tendances de consommation qui se sont un peu amplifiées, en particulier ceux qui cherchent justement à promouvoir des modes de consommation plus solidaires et plus localisés, on va dire. S'agissant des commerçants, ils ont dû faire preuve de grande créativité, développer notamment du click and collect, des services de livraison à domicile, des plateformes web, par exemple Manger Touraine, que j'ai pris en exemple ici. Donc là, ça a été une période de très, très grande inventivité dans la relation avec le consommateur, pour ceux qui pouvaient encore exercer leur activité commerciale, et puis aussi une période de prise de recul aussi par rapport à la pratique même du commerce. Il y a une directrice de grand magasin qui nous dit mais aujourd'hui en fait la mode elle est complètement folle, on change les collections tout le temps, et c'est des collections qui viennent d'Asie, voilà, ou une directrice d'office de tourisme qui nous dit mais moi chaque année je commande un container de boules de neige en Chine. Je me suis jamais posé la question, mais là je me la pose, je vais peut-être pas renouveler les prochaines années. Donc voilà, ça a été un moment de prise de recul quand même pour ces commerçants, mais aussi pour les consommateurs. Et puis le dernier enseignement, qui lui porte sur le regard sur la nature. Ce qui a été exceptionnel également pendant la période de confinement qu'on a connue, c'est que la nature, elle a été confisquée, elle a été interdite, et finalement, on a ressenti un manque du fait que nous ayons été privés de cette nature, ou que nos interlocuteurs aient été privés de cette nature. D'ailleurs, l'un d'entre eux nous dit « La crise confirme que l'humain a besoin de la nature ». Donc, il y a eu des envies de nature qui ont été révélées plus encore, amplifiées, et voire même un besoin. Ce qui ressort aussi, c'est que
la nature, elle est convoitée par différents types d'acteurs, que parfois elle est réservée. Il y a des inégalités d'accès, ça a bien été pointé du doigt, notamment par les urbains ou par les ruraux qui se sentaient privilégiés, mais les urbains qui disaient moi, je n'ai pas d'espace privatif, donc je n'ai pas accès à la nature puisque les parcs sont fermés. Donc là, il y a eu des inégalités d'accès criants à la nature. Il y a eu aussi des conflits d'usage autour de la nature, notamment en milieu rural, avec des personnes qui se sont confinées à la campagne, mais qui ont voulu profiter de la nature, mais qui se sont trouvées en conflit, entre guillemets, avec les agriculteurs qui exploitent cette nature. Donc, on a bien vu ressortir de nos témoignages ces conflits autour de cette nature. Certains nous diront que la ville a pris un autre visage, qu'on a plus entendu les oiseaux, qu'on a plus vu la nature, que la nature a aussi été moins entretenue. Quelque part, elle a été plus sauvage dans les parcs. Donc, elle s'est vraiment révélée, elle aussi. Elle a repris ses droits sur la ville. Donc, certains diront que c'est super et qu'il s'agirait d'aller plus avant dans ce domaine en ville. Et d'autres, en revanche, soulignent que la ville s'est en quelque sorte déshumanisée et que c'était révélateur d'une certaine tristesse. Voilà. En tout cas, nombreux interlocuteurs voient dans cette période exceptionnelle une opportunité pour la nature, pour la réintroduction de la nature en ville, et puis voilà, pour une prise de conscience plus générale de l'insertion de l'environnement, de la nature dans les politiques publiques. Merci Émilie. J'en profite, c'est l'heure de la publicité, pour dire que l'agence d'urbanisme vient de sortir un atlas de la métropole nature sur les 7 communes du cœur métropolitain, avec une cartographie précise à la fois des espaces, mais aussi de leur gradient de naturalité. Voilà, je ferme la parenthèse. Vous trouvez ça évidemment sur le site internet de l'agence. Raccourcir les circuits, de nouvelles aspirations résidentielles, point d'interrogation, le travail sans contact, les nouveaux modes de consommation, point d'interrogation, et le rapport à la nature. Il y a Fabien Vidal qui a réagi sur le chat, et je trouve intéressant que chacun puisse l'entendre. Fabien, si vous voulez d'ailleurs. Hop, voilà. Oui, c'est une petite remarque toute simple, mais essentielle. Donc les ressentis à chaud que vous avez pris sont forcément passionnants. Là, on est à un deuxième presque déconfinement. Il y a cette question de forcément que donneraient ces ressentis à chaud aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils donneront dans un an, dans 6 mois. C'est-à-dire à quelle profondeur ça nous a transformé en fait cette expérience. Voilà. C'est juste une question ouverte pour le coup parce que vous n'avez pas encore la réponse. Et à quelle profondeur on souhaite que ça transforme, parce qu'il y a à la fois ce qui est subi et en quoi les acteurs et les collectifs d'acteurs sont susceptibles d'enfoncer le clou d'un certain nombre de choses ou pas. Et c'est tout le sujet des focus group qu'on veut discuter avec vous à partir de 16h30. Mais vous êtes en train de charger notre barque en disant « Ah, ça serait bien qu'un an après, vous les revoyiez les 74 ». Ouais, ça sera intéressant. Il faut qu'on... Pour le coup, oui, tout à fait. J'ai vu que Ericsson est là, c'est quelque chose qu'on a pu faire, un suivi sur 3 ans, et c'est extrêmement riche d'enseignement, en fait, de voir l'évolution d'un... Là, c'est pas un projet, mais l'évolution d'une cohorte. Ouais. C'est là où on mesure beaucoup de choses. Ouais. Eh bien, écoutez, on acceptera tout bon de commande signé par Cofiroute, évidemment, en la matière. Mais on fera un zoom en aparté, peut-être. Non, mais vous avez raison. On ne s'est pas posé la question comme ça du suivi de cohorte, mais peut-être que ça le mériterait, ou alors au moins sur les enseignements sur lesquels il nous paraît particulièrement important d'investir, la question des nouveaux cadres de l'action collective, du rapport à la nature, du télétravail, etc. Aurélie, est-ce que vous levez la main? Oui, je vous confirme. Simplement, effectivement, on n'a pas la réponse à la profondeur des transformations, mais peut-être deux petits points, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qu'on a rencontrés, quand on les a rencontrés, qui nous ont dit, qui avaient conscience de ça, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit, on vous fait cette réponse-là, mais on ne fera probablement pas la même dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, et qui avaient conscience de cette réponse à chaud. Dans ce que les uns et les autres ont pu nous dire, par exemple sur la question commerciale, beaucoup, ou dans leur pratique ou dans leur façon de commercer, on dit voilà, c'était une parenthèse parce qu'il n'y avait pas le choix, ça n'a pas duré assez longtemps et les habitudes vont vite revenir, d'autant plus s'il n'y a pas d'accompagnement au changement.
Et donc, il y a cette question de ce qu'on met pour les transformations qu'on souhaiterait voir s'amplifier et advenir. Et puis, il y a quelques-uns qu'on a revus, mais de façon informelle, au détour de nos travaux, et qui d'ores et déjà nous disent ce deuxième confinement, par exemple, n'a rien à voir avec le premier. L'ambiance de la ville, on parlait du retour à la nature, c'est pas du tout la même. Voilà, sur un certain nombre de choses, il y a d'ores et déjà, entre premier et deuxième confinement, donc à quelques mois d'écart, des pratiques qui ne sont pas les mêmes. Merci. Béatrice, rapidement, parce qu'en fait, vous allez manger sur votre temps d'intervention à vous qui vient de se réduire à 5 minutes, hein, Béatrice. Allez-y. Juste aussi pour dire que les focus group vont pouvoir permettre, si ce n'est pas un suivi de cohorte, à un certain nombre d'acteurs de se retrouver et bien sûr de parler maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis qu'il y a eu dans d'autres régions ou même au niveau national des conférences, etc., qui montrent effectivement que les choses ont évolué, notamment entre la collaboration entre acteurs dans le domaine social. Que certaines ont évolué, et par exemple, les pratiques commerciales et de consommation sont plutôt revenues voilà. Exactement. Évoluer dans le sens sont revenus, ça je voulais dire. Bon, c'est à moi. J'aimerais une question de monsieur Lalba. L'existence d'un CHU local a-t-il été positivé par vos contacts? Oui, mais alors ça reste entre nous, mais en vrai, il n'y a pas eu de vague de Covid au CHU. Ils n'ont jamais été débordés dans le premier confinement, dans la première période. Donc, c'était quelque chose de rassurant. En fait, le CHU a pris une fonction de coordination qui, normalement, revenait à la représentation départementale de l'ARS, mais qui était un peu dans les choux. Et donc, ils ont finalement envoyé des équipes dans les EHPAD, etc. Mais c'était un confort plutôt psychologique qu'un confort matériel, puisque finalement, ils ont déprogrammé énormément de choses. Ils ont attendu les clients, en fait, et les clients ne sont pas vraiment venus. Je ne sais pas si vous avez en tête ce bus qui devait partir de Reims et qui devait venir à Tours. C'est les deux directeurs d'hôpitaux qui avaient monté ça, parce que Reims croulait sous les cas et Tours avait des lits vides. Et c'est l'ARS, c'est le ministère de la Santé qui a dit hey, « stop, vous ne commencez pas à vous échanger les malades entre vous sans qu'on l'organise, parce qu'autrement, ça va être compliqué à suivre, on ne saura plus où sont les malades. » Mais non, c'est parvenu très très fort. On a interviewé des gens du CHU, donc sur leurs questions internes de management, mais il ne faut pas oublier que l'Indre-et-Loire a été assez peu touchée par la première vague, au final. On poursuit s'il n'y a pas d'autres interventions. On repartage l'écran. Béatrice, ouais, là je suis désolé, mais l'essentiel. On me dit dans l'oreillette que la FNO a 15 minutes de retard. Donc, Béatrice, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça dure une demi-heure, mais je te repartage l'écran. Non. Je refais juste la petite bande-annonce. On a vu ce qui relevait, les enseignements qui relevaient finalement de l'engagement et des modalités d'action collective. On a vu les enseignements qui relevaient plutôt d'un nouveau rapport au territoire et au local. Et là, on va aborder la question, évidemment, des fragilités qui ont été rendues criantes, alors nouvelles ou anciennes, qui ont été rendues criantes par la crise. Donc, bonjour à tout le monde. Le cahier 3, c'est 3 fragilités à surmonter, 3 types de fragilités. Ce qui nous a été rapporté, ce sont les fragilités du milieu économique, celui des entreprises principalement, la fragilité aussi des habitants avec un certain nombre de précarités qui sont venues au grand jour, et enfin la difficulté d'être ensemble, de se retrouver dans des espaces communs. Donc, les vulnérabilités économiques. J'entends beaucoup parler de plans sociaux, je pense que ça va faire mal. C'est ce que nous disait un représentant de l'économie numérique. Voilà. En fait, une crise, un choc sans précédent. En Touraine, ça a été une baisse de l'activité économique de près d'un tiers pendant le premier confinement. Mais tout le monde n'a pas été impacté de la même manière. Certaines activités ont été jugées comme non essentielles et ont connu un coup d'arrêt.
On peut citer l'hôtellerie-restauration, le commerce non alimentaire, l'événementiel, toute personne que l'on a rencontrée, dont on a rencontré des représentants. Après, beaucoup d'activités ont été impactées par ricochet. Localement, c'est ce que nous a dit un viticulteur. Effectivement, la viticulture a perdu ses principaux débouchés, même si la vigne continuait à donner. Et puis, il y a aussi eu des entreprises qui n'ont pas pâti de la crise, soit du fait de leur créneau, donc le commerce alimentaire de proximité, par exemple, certains producteurs vendeurs en direct aussi, et puis certains industriels en fonction de leurs produits. Ou d'autres ont pu faire des choix, on va dire des paris judicieux. Notamment, on a eu le témoignage de quelqu'un qui a continué à produire et qui finalement s'est retrouvé le seul à pouvoir répondre à la demande à la sortie du confinement. Un représentant du monde artisanal nous disait « La première fragilité des entreprises, c'est leur situation financière. Les entreprises en bonne santé traversent la crise, elles vont avoir des problèmes de trésorerie, mais elles devraient passer le cap grâce aux dispositifs en place. Il était beaucoup plus inquiet pour les jeunes entreprises ou pour celles qui avaient déjà des difficultés avant la crise. Et là, il craignait un fort risque de disparition. Face à ces difficultés économiques, quoi qu'il en coûte, a dit notre président, il y a eu des réponses. Et nos interlocuteurs ont mentionné à plusieurs reprises les filets de sécurité, des aides de l'État ou des aides régionales ou même plus locales en termes de communautés de communes. Il y a eu aussi des solutions internes aux établissements. Il y a eu la prise de congé des salariés. Il y a eu l'usage ou non du chômage partiel en fonction. Il y a eu aussi des solidarités entre entreprises, avec le paiement accéléré de fournisseurs, par exemple. Puis, il y a eu l'acceptation d'une baisse de la productivité des salariés. Émilie. Cette crise économique a eu bien sûr des impacts sur la population et c'est notre deuxième enseignement, une aggravation des précarités. Les interviewés nous ont fait remonter deux grands types de précarité, celle des liens sociaux, du risque de la solitude, et celle de l'insuffisance des moyens de subsistance. La précarité des liens sociaux. Il y a eu d'abord la solitude ordinaire qu'on a tous connue plus ou moins, en étant éloignés de nos proches. Mais pour certaines populations, ça a été une véritable souffrance. Ont été mentionnées les personnes âgées, sans visite, que ce soit dans les EHPAD ou même chez elles. Évidemment, quand les seuls contacts étaient les voisins et les aides à domicile qui ne pouvaient plus venir, la solitude était grande. Un membre d'une association caritative nous disait « Le virus tue, mais l'extrême solitude tue aussi ». Nous ont aussi été nommés les jeunes étudiants avec la fermeture de l'université, les jeunes en recherche d'emploi malgré l'aide des services sociaux, ils n'avaient plus d'emploi à leur proposer, et les jeunes en errance, beaucoup de solitude. Et puis les familles déjà isolées, mais aussi les enfants sans école, les femmes maltraitées. Et finalement, là où les moyens de communication numérique ont permis à beaucoup de garder des contacts, ceux qui n'y avaient pas accès, faute de moyens, faute de réseau, se sont trouvés beaucoup plus isolés encore. La deuxième grande catégorie de précarité, ce sont les précarités économiques et principalement donc l'accès au logement et l'accès à l'alimentation. Nos interviewés ont été sensibles aux inégalités résidentielles et du fait de leur catégorie sociale, se sont plutôt trouvés en général chanceux. Mais ils ont aussi été sensibles à la grande précarité. Et en effet, la mise à l'abri des personnes à la rue a été une urgence du confinement. Beaucoup de monde s'y est attelé. Environ 700 personnes ont pu être mises à l'abri, plus que dans un plan hiver. Et puis en termes d'accès à l'alimentation, la crise a révélé des gens qui sont au bord, des gens qui tout en étant logés sont dans une grande pauvreté et ont besoin d'aide.
pour nous interviewer, la précarité alimentaire a été renforcée par le chômage, même partiel, par la fermeture des cantines et par la disparition du travail pour les étudiants. Troisième grande difficulté, être ensemble. Être ensemble dans des lieux où on est appelé à être ensemble. Un espace commun, un espace pour se retrouver. Et pourtant, un de nos interviewés nous faisait ce témoignage. Un soir, j'ai dû aller à Tours. C'était effrayant. Une ville sans vie, pas un humain. On se serait cru dans un film de science-fiction, l'apocalypse, un sentiment étrange. Tout sauf un espace commun. Et ces espaces où on a l'habitude de se croiser, de se rencontrer, étaient souvent des espaces plus ou moins interdits. Les bureaux, les rues, les espaces verts. Ou des espaces obligés, les magasins, les hôpitaux, les logements. Et de toute façon, on s'y croisait avec des gestes barrières. Dans ces circonstances, un grand nombre de personnes ont dit avoir eu peur ou avoir vu la peur autour d'eux. En réponse, certains ont eu un respect scrupuleux des gestes barrières et une difficulté à accepter que d'autres n'aient pas le même respect. La difficulté de la rencontre à cause de la distance et des masques a été aussi importante. Un médecin nous témoignait de sa difficulté à comprendre le ressenti de ses patients. Et puis aussi, certains lieux se sont avérés trop petits, trop exigus. Et certains services sociaux ont dû arrêter de recevoir. Il y a eu aussi des conflits d'usage entre voisins, dans un immeuble, bruit, squat, ou bien dans les espaces publics. On nous a parlé d'un jardin qui était occupé par des personnes avinées, voire droguées, ce qui créait beaucoup d'insécurité. Mais voilà, l'envie d'être ensemble est toujours importante, et donc il y a eu ce qu'on a pu appeler des plans B, disons l'apprentissage d'une autre manière. Une première solution, ça peut être de se déporter vers l'extérieur. Ainsi, la distribution des restos du cœur se faisait en dehors de leur local. Des pas de porte dans les EHPAD ont pu servir à accueillir des familles. Les marchés ont été des lieux de rendez-vous pour retrouver des proches, des amis. Et une plage de village aussi a pu être découverte dans le milieu rural. Puis là, on est un peu à cheval entre le confinement et puis le déconfinement. Et au déconfinement, on a vu une répartition nouvelle des usages. Le développement du vélo, voire des autres modes doux, la création de terrasses. Les interviewés qui ont abordé le sujet étaient assez unanimes pour dire qu'il y avait trop de voitures. Et puis enfin, face à ces espaces, ce manque d'espace, une aspiration à plus grand, plus large. Ça concerne les logements, ça concerne les locaux d'activité et ça crée des velléités de déménagement. Voilà, merci. Merci Béatrice. Donc au chapitre des fragilités révélées ou amplifiées par la crise, les vulnérabilités économiques, et on n'a pas tout à fait fini de les mesurer évidemment. La question de la précarité avec les deux angles qui sont intéressants, je le rappelle, la précarité des liens et la précarité des moyens. Et la précarité des liens, on a tous été touchés. Pour les moyens, évidemment, c'est très inégalement réparti dans la société, mais la précarité des liens, on l'a finalement tous éprouvé. Et puis le rapport au lieu avec justement cette idée de fournir du service a été aller vers. Là, on a des politiques plutôt de guichet et d'accueil des populations. Là, l'enjeu, c'était d'aller vers. Je prends juste un petit exemple parce que j'ai eu l'entretien. L'université, des étudiants étrangers ont été confinés dans les logements, dans les CROUS, dans les logements sociaux étudiants. Il n'y a pas d'imprimante. Donc, l'université a mis en place un livreur, une sorte de Deliveroo ou de Uber Eats de la photocopie. Et donc, on a vu plein de services devenir mobiles parce que finalement, les bénéficiaires étaient devenus immobiles. Voilà, alors la ministre Jacqueline Gourault vient de finir son intervention
à la Fédération des agents d'urbanisme. Et donc, la table ronde va bientôt commencer, mais on a le temps pour une réaction, une question, une déception, avant que je vous redonne le mode d'emploi du reste de notre après-midi. Est-ce que dans le chat, je n'ai pas regardé, je sais plus qu'il y ait rien. On y reviendra si vous voulez. Ceux qui en ont fait la demande, nous vous avons inscrit auprès de la Fédération nationale des agences d'urbanisme qui organise ces rencontres nationales en ce moment même. Vous avez un lien qui vous a été attribué, envoyé par FNO41. Donc le mail, vous avez un identifiant, un mot de passe. Dans votre navigateur, vous mettez fno41.inviteo ou vous cliquez sur le lien qui est dans votre mail. Vous mettez votre identifiant, vos mots de passe et vous allez pouvoir ainsi rejoindre les près de... Ah, c'est planté. Les près de 900 personnes qui sont connectées actuellement sur la plateforme pour assister à la table ronde qui nous parle de ce que la crise de la Covid-19 révèle de la vulnérabilité de nos sociétés, donc comme en écho finalement à ce que vient de nous dire, Béatrice. Et si Émilie me fait oui de la tête, on se retrouve à 16h30 sur Zoom, donc sur le lien qui vous a été déjà envoyé, pour le débrief général de ce qu'on va entendre à Paris, et puis pour ensemble discuter des suites de ce constat, puisque vous avez bien en tête que c'est un triptyque résonance. Il s'agit de comprendre, apprendre, agir. Donc il nous reste à agir et de voir comment on peut, en tout cas, créer les conditions de l'action collectivement. Émilie, j'ai bon? Oui, c'est parfait. Donc on se retrouve tout à l'heure. Vous pouvez donc quitter la salle Zoom et vous reconnecter ensuite. Okay. À tout à l'heure.